Le journal sur LCF, voici les titres. Dialogue politique au Togo après la suspension des travaux mardi, faute de consensus sur la désignation ou non d'un médiateur. Les travaux ont repris ce mercredi. Au menu, l'ordre de passage des points inscrits à l'ordre du jour, la mission du bureau provisoire et la question de la modération des débats. Et puis, au Mali, la situation reste toujours intenable dans le nord du pays où l'armée régulière et les groupes armés s'affrontent depuis samedi. Ces derniers se sont emparés de Kidal ce mercredi soir. Mesdames, Messieurs, bienvenue. On vous en parlait dans nos précédentes éditions. Le dialogue entre le pouvoir et l'opposition a démarré depuis lundi au siège de Togo Telecom à Lomé. Ces discussions ont buté mardi sur le choix d'un médiateur exigé par l'opposition. Mais les travaux ont repris ce mercredi. Les parties prenantes se sont penchées sur l'ordre du passage des points à l'ordre du jour, la mission du bureau provisoire et la question de la modération des débats. Deux autres sujets les plus importants sont renvoyés à jeudi, nous rapportent Rajoul Mohamedou et Renaud Alahare. L'atmosphère détendue qui a marqué l'entrée dans ce nouveau round de négociations a volé un éclat la veille à l'apparition des premières dissensions sur la question du modérateur. Question soulevée par l'ANC et qui devait être tranchée ce mercredi matin. Mais derrière la porte 802, on a continué à discuter des modalités pratiques du dialogue. Modalités d'application et de mise en œuvre des conclusions du dialogue. Nous en avons discuté. Nous avons pris le temps également de classer l'ordre dans lequel nous allons mener ces discussions-là. Nous sommes parvenus finalement à vider tous ces points. Sur les sujets qui fâchent, en revanche, on a négocié durant de longues heures dans un va-et-vient incessant dans les couloirs du 8e étage du siège de Togo Telecom. Mais au finish, on a fini par remettre à demain la question du médiateur. Il nous reste actuellement 2 points à résoudre, je dirais même un point lié, c'est la mission confiée au bureau provisoire. Est-ce que ça prend fin ou ça ne prend pas fin? Et ensuite, la question de la modération. Ça, nous ne l'avons pas réglé, mais il y a le problème de la modération. D'ores et déjà, à l'ANC, on a sa petite idée sur son profil psychologique et sur l'endroit où on pourrait piocher la perle rare. Tous ceux qui sont de bonne foi peuvent jouer le rôle de facilitateur. Certains ont plus d'expérience, d'autres moins, mais ce ne sont pas les hommes qui manquent, ni dans nos couvents, ni dans nos temples, ni dans nos églises. Nous trouverons. Et il y a des personnalités, des individualités qui sont en mesure de jouer ce rôle de facilitateur. Je regrette le décès de certains qui auraient pu également jouer ce rôle. Nous sommes convaincus que nous parviendrons à des résultats d'une façon ou d'une autre. La nécessité d'un modérateur fait consensus parmi les différentes parties engagées dans ce nouvel épisode de discussion politique sur le reliquat des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Son rôle aussi fait consensus. Il sera celui d'un pompier devant éteindre les éventuelles crises. Également, dans l'actualité, le navire de commandement et de soutien logistique de la marine belge, l'A960 Goretia, fait escale depuis ce mercredi à Lomé. À bord, les instructeurs belges devront donner des formations à des militaires togolais et béninois. Cette formation entre dans le cadre de l'opération Maritime Capacity Building 2014, nous précise Jacques Pekemsi et Kossi Djokotoé. À l'heure où les différents pays du Golfe de Guinée multiplient les efforts pour enrayer définitivement le phénomène de la piraterie maritime, le bâtiment de guerre belge, l'A960 Goretia, fait escale à Lomé. Escale qui entre dans le cadre de l'opération maritime Capacity Building 2014. Et durant ce passage, les instructeurs belges vont faire d'une pierre deux coups, former les militaires togolais et béninois.
nous embarquons des élèves de différentes marines ici à bord pour leur donner un cours théorique ainsi que pratique. Par exemple, ici à bord, nous avons 16 Béninois et 4 Togolais à bord qui ont reçu la semaine passée des cours, par exemple, de lutte contre l'incendie, de l'aide de premiers soins à bord, appeler un autre navire en communication, descendre dans un petit zodiac et aussi manipuler un petit zodiac. Ce sont tous des petits cours qu'on leur donne ici pendant ces 10 jours qu'on les a à bord. L'idée est d'aider à la professionnalisation des marins et gardes-côtes des pays de l'Afrique de l'Ouest. Au-delà de ceci, le navire belge a une autre mission, apporter un sourire aux personnes vulnérables. Le navire avait aussi des biens de solidarité à bord. Maintenant, le navire est vide. On avait 270 mètres cubes qu'on a déposés à Banjul, Gambie, à Boma dans la RDC et à Cotonou au Bénin. Le séjour de ce navire de commandement et de soutien logistique de la marine belge dans les eaux territoriales du Togo va encore durer quelques heures. Après, il mettra le cap sur Cotonou. La phase éducation de cette édition, la phase écrite de l'examen du baccalauréat première partie a débuté mardi au Togo, vous le savez. Ils sont plus de 46 000 élèves concernés. On s'intéresse à ceux de la région de Kara. Notre correspondant Alfred Mendissa s'est approché de quelques-uns à la sortie des épreuves. Son reportage est présenté par Ida Ziarouvo et Samuel Niaoui. La phase écrite du baccalauréat première partie session 2014 a débuté ce mardi sur toute l'étendue du territoire togolais. Nous sommes ici au lycée Kara Sud, où les candidats suivent avec attention les dernières consignes avant d'aborder les épreuves. Pour que tout se déroule bien, l'État a pris des dispositions particulières. Cette année, nous avons choisi le lycée Kara Sud pour le lancement officiel. Les premières épreuves se déroulent très bien au niveau de toute la région selon les informations que nous avons recueillies des centres d'écrit des autres inspections secondaires, en l'occurrence l'inspection de Niamtougou et l'inspection de Bassar. Au total, 5 618 candidats, dont 1 632 filles, sont inscrits dans la région de la Kara. Malgré les bouleversements enregistrés au cours de l'année scolaire, les enseignants ont réussi à offrir un climat serein aux élèves. Nous avons connu par moments des débrayages, mais c'est l'occasion de remercier, de féliciter tous les enseignants qui ont compris le sens civique de la chose, parce que beaucoup s'y sont mis par la suite pour organiser des cours de rattrapage. Et aujourd'hui, nous pouvons vous rassurer que la plupart ont pu achever leur programme, donc on n'a pas trop d'inquiétude. Après l'épreuve écrite de français, les candidats donnent leurs impressions. Aujourd'hui, nous avons débuté par les matières de base, comme le français. J'ai vu que l'épreuve était... c'est un peu difficile, mais je me suis défendue. Le commentaire composé était abordable pour moi, mais pour le moment, je ne sais pas si la correction serait à ma disponibilité ou pas. Notre première épreuve a été l'épreuve de français et si ça ne dépendait que de moi, l'épreuve là est tellement formidable. Durant 4 jours, ces candidats feront leur possible pour mettre toutes les chances de leur côté afin d'assurer la réussite. Les épreuves prennent fin le vendredi 23 mai. Le dossier de la rédaction, à présent, dossier santé. On s'intéresse à une maladie particulière. Ce sont des maladies transmissibles de l'animal à l'homme et inversement. On les appelle les zoonoses. Dorcas Azalekor nous amène à la découverte de ces maladies causées par divers agents biologiques, vivants ou non vivants. Votre fidèle compagnon à 4 pattes fait partie intégrante de la famille. Mais savez-vous que certaines de ces maladies sont transmissibles à l'homme ? Chiens, chats, tortues, oiseaux et autres peuvent être à l'origine d'allergies et d'infections appelées zoonoses. On appelle zoonose maladie transmise par les animaux aux hommes. Zo, animal, nose, maladie. Comme exemple, il y a la rage, la tuberculose, la brucellose, il y a le ténia, et il y a plein d'autres maladies qui sont transmises des animaux aux hommes. Ces affections transmissibles des animaux à l'homme et inversement peuvent se révéler parfois dangereuses. Il n'y a pas de bonne maladie et il n'y a pas de mauvaise maladie. Une chose est sûre qu'il faut se prévenir. Sinon, quand vous vous traitez mal,
Et il y a certaines maladies, la rage, on ne se la traite pas. Quand vous avez la rage, malheureusement, si elle est déclarée, ça c'est fatal. Malheureusement. Donc, on peut vous sauver quand vous avez pris les dispositions, c'est-à-dire que quand vous avez été mordu par un chien, vous avez été griffé par un chat, vous avez été mordu par un singe ou je ne sais quoi, la meilleure des choses, c'est de faire les vaccins anti-rabiques. Si pendant aussi longtemps les animaux familiers ont conquis leur place dans nos foyers, leurs parasites, leurs déjections ou greffures peuvent affecter notre santé. Il nous faut alors nous prémunir. On est tranquille si on vaccine nos animaux de compagnie. Si c'est à la maison, vous avez des chiens, mettez-les dans des niches, dans les chats, des cages. Si vous voulez sortir, ayez des chiennes appropriées, des muselés pour mettre au niveau du museau. Sortez votre chien, faites votre sport pour que la population évite, les enfants surtout, de jouer avec les chiens. On ne vous dit pas de ne pas s'amuser, mais d'éviter que les animaux vous griffent et d'éviter qu'ils vous lèchent. Les gens lèchent les plaies des enfants. Malheureusement, c'est le point d'introduction de ces virus. Rappelons que selon les dernières statistiques de l'OMS, 70% des maladies des hommes sont d'origine animale. L'actualité africaine reste dominée par le Mali où les combats font rage depuis samedi dans la partie septentrionale entre l'armée régulière et le MNLA. Cette offensive lancée par les forces maliennes était restée concentrée dans la ville de Kidal. Kidal, qui aux dernières nouvelles est désormais aux mains des groupes islamistes armés. L'armée malienne serait en déroute. L'ONU demande la cessation immédiate des combats. L'actualité africaine, c'est aussi le Nigeria où la secte islamiste Boko Haram n'a cessé de faire parler d'elle. Des jeunes filles kidnappées, aucune trace pour l'heure. Des attentats à la voiture piégée dont l'avant-dernier a fait 36 morts. Et comme si cela ne suffisait pas, la secte a de nouveau réussi mardi un double attentat dans la ville de Jos. Bilan 120 morts. Les récits. Alertée par une première déflagration, une équipe de télévision locale a réussi à filmer ces images. Alors qu'une colonne de fumée s'échappe du marché de Jos, une deuxième explosion survient sous le regard des passants. Vers 15 h, j'étais dans mon bureau quand j'ai entendu le bruit d'une explosion. Nous nous sommes dirigés vers le marché, mais avant notre arrivée, il y en a eu une seconde dans un intervalle de 30 minutes. Ce commissaire a eu la vie sauve, mais des dizaines de ses collègues ont été piégés par ces attentats simultanés. Une technique fréquemment utilisée en Irak notamment pour atteindre le plus de policiers et de secouristes possible. Selon le dernier bilan officiel, au moins 118 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées. Ce qui s'est passé est réellement choquant. Nous avons perdu beaucoup de gens, des femmes, des hommes, des enfants. Ça dépasse l'imagination, je vous assure. Et quand on a ces images en tête, on se demande vraiment ce que font nos dirigeants. Situé à la frontière du nord musulman et du sud chrétien, Jos avait été relativement épargné par les attaques de Boko Haram depuis décembre 2011. Si ce double attentat venait à être revendiqué par la secte islamiste, il prouverait une montée en puissance des rebelles au-delà de leur bastion du nord. Pas de quoi rassurer les Nigérians, déjà ulcérés par l'incapacité du pouvoir à sauver les lycéennes de Chibok. En Égypte, l'ancien président Hosni Moubarak a été condamné à 3 années de prison par la cour d'assises du Caire. Ses fils, Allah et Gamal, ont été condamnés, eux, à 4 années de réclusion. Le tribunal les a jugés coupables de dilapidation et de détournement de fonds publics pour un préjudice estimé à 13 millions d'euros. Stupeur en France autour de la construction des TER dernière génération, une incompréhension au sein de la SNCF. L'entreprise ferroviaire a plus ou moins raté les calculs. Les 2000 rames commandées pour ces futurs trains régionaux sont trop larges. Et donc il va falloir raboter 1300 quais dans tout le pays. Les travaux se chiffrent à plus de 50 millions d'euros. Le gouvernement français parle de situation comiquement dramatique. Regardez. Régiolis, c'est le nom de ces nouveaux TER commandés par la SNCF. 2000 trains plus larges que les précédents et tellement larges que dans 1300 gares,
les voitures et les locomotives sont susceptibles de frotter le quai. Pour Réseau Ferré de France, ce ne sont pas les trains qui ne sont pas aux normes, mais les gares qui ne le sont plus. Il faut faire des trains à plus grande capacité, des trains plus confortables pour les voyageurs. C'est ce qu'ont fait les constructeurs. Ils ont regardé ce que leur permettait de faire les normes et ils ont fait les trains les plus larges possibles dans le respect de la norme. Lorsque l'on a testé ces trains sur le réseau qui est particulièrement ancien à certains endroits, il s'est avéré que ces trains risquaient de frotter avec les quais et donc on a entrepris des travaux. Il n'y a donc pas eu erreur dans la commande de trains, mais un gros défaut d'anticipation pour moderniser les quais. La faute à un manque de concertation entre RFF, le propriétaire des voies, et la SNCF, maître d'ouvrage des travaux. Dans le système ferroviaire, les responsabilités sont morcelées entre RFF et SNCF. Et donc, dans la réforme du ferroviaire, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut un gestionnaire d'infrastructure unique pour qu'il y ait un responsable. Les travaux vont coûter 50 millions d'euros et les régions qui ont déjà acheté les trains refusent de payer plus, comme ici, en Haute-Normandie. Les Hauts-Normands ne sont pas des pigeons. S'il y a eu des erreurs commises par RFF ou la SNCF, eh bien c'est à RFF et à la SNCF de payer. 300 quais auraient déjà été rénovés. Ces travaux vont s'étaler sur 3 ans, jusqu'à la fin de l'année 2016. Merci à vous qui nous avez suivis à Paris et partout ailleurs. Restez fidèles au programme de LCF, la chaîne du futur.